Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre émission unique qui vous donne la parole pendant 2 heures de direct. Comment allez-vous ce soir? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous confortablement installé dans votre lit peut-être? Avez-vous conscience que dans ce moment d'écoute, vous êtes toutes et tous en connexion et que toutes ces petites phrases désagréables qui tournent habituellement dans vos têtes lorsque vous êtes emmurés en vous ne sont qu'une infime partie de vous? Vous allez, si vous le voulez ce soir, au moment où vous êtes prêt pour la nuit, prendre peu à peu conscience que vous n'êtes pas réduit au discours sur vous-même, à la légende bâtie dans votre enfance. Vous êtes bien plus que tout cela. Cette construction de vous ne vous résume pas. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience, même fugace, de votre moi véritable. Vous savez, ces moments qui semblent magiques dans lesquels vous vous sentez baigné d'amour. Il arrive que nous en prenions conscience dans la nature, face à un paysage qui nous transporte. Eh bien, je vous propose ce soir qu'au gré des témoignages que vous entendrez, vous vous connectiez à cette partie de vous remplie de beauté et d'amour. Et tous ceux et celles qui le souhaitent, vous êtes les bienvenus au 3921 pour faire en direct cette expérience, pour aller chercher ce qui vous constitue réellement. Quentin et Corentin attendent vos appels au 3921 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Moi, je vous accompagne avec mon micro. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Voilà, moi je voulais réagir par rapport au témoignage, je crois que c'était Nathalie hier soir ou avant-hier soir. Oui, hier soir. Par rapport au fait qu'elle avait un petit peu de mal à aller vers les autres. Enfin, elle était pas à l'aise. Pour trouver quelqu'un. C'était pas facile. Après avoir élevé son fils, oui. Oui, voilà. Donc, en fait, je voulais réagir à ça et à savoir qu'effectivement, moi, j'ai un petit peu le même problème pour plein de raisons, parce qu'en ce moment, j'ai un contexte un petit peu particulier, personnel et professionnel, qui font que je vais pas vers les autres. Je fais pas d'activité, je suis pas inscrite sur un site de sortie, donc effectivement pour trouver quelqu'un c'est pas facile. En plus j'ai eu des histoires qui se sont quand même mal terminées, donc c'est vrai qu'après on fait moins confiance, on instaure moins sa confiance en l'autre. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui m'investit énormément. Je suis très entière, j'ai un caractère très entier et je donne beaucoup de ma personne, un peu trop d'ailleurs. Donc très fusionnel quand vous rencontrez quelqu'un, vous fusionnez dans la rencontre. Ouais. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile. Pour moi, ça reste très compliqué de trouver quelqu'un, puisque moi, c'est vrai que je ne sors pas. Si je dois sortir pour aller faire des courses ou quoi, je me fonds dans la masse, je fais ça très vite. Je rentre. De peur de rencontrer. Oui, c'est ça. Je fuis le regard. Si quelqu'un pose le regard sur moi, alors c'est même pas la peine. Je fuis le regard. Alors que c'est très paradoxal parce que ça va, c'est tout l'opposé. Enfin, je suis tout l'opposé. Je suis quelqu'un de très festive. J'ai un côté relationnel qui est très bon, qui est très sociable avec les autres, mais en ce moment le contexte fait que j'ai du mal, quoi. Je sors pas de chez moi, je passe ma journée à grignoter, même parfois à pleurer, donc c'est pas une bonne période. Oui, est-ce qu'il y a une partie de vous dont vous êtes fière, avec laquelle vous êtes contente, avec laquelle vous êtes en amitié?
Non, en ce moment, non. Non, en ce moment, non. Tout est gris-noir. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui vous aiderait à vous considérer justement avec un peu plus d'amour? Un travail déjà. Oui. Je suis sans travail. Bon, j'ai 53 ans. Donc c'est pas on va dire, c'est pas l'âge le plus Facile pour trouver un emploi. voilà, pour trouver un emploi. Donc j'ai déjà, enfin parce que en fait, si vous n'avez pas d'emploi, socialement, vous n'êtes pas vous n'êtes pas considéré. Voilà, vous êtes au chômage, donc on vous met presque une étiquette de chômeur, donc voilà, un peu en marge de la société. Bon, qui dit ne pas avoir de travail, dit ne pas sortir, ne pas avoir d'activité, parce que forcément, ça a des conséquences financières. Donc déjà ça, si déjà je pouvais trouver un travail, puis bon, je ne peux pas faire n'importe quel travail parce que j'ai eu des soucis de santé, donc par rapport à ces soucis, je peux pas prendre n'importe quel travail. Donc voilà. Déjà, j'aurais un travail et un petit peu plus de santé. Je crois que déjà, moralement, ça irait beaucoup mieux. Oui. Et qui dit aller beaucoup mieux au niveau du moralement, dit aller mieux vers les autres. Bien sûr. Alors, il y a plein de si, c'est-à-dire et si j'avais une meilleure santé, si j'avais un travail. Mais j'ai envie de vous dire, et la situation, elle est telle qu'elle est. Dans la situation actuelle, quel est le possible? Parce qu'avec les si, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il faudrait des éléments extérieurs à soi pour que les choses s'améliorent. Or, les éléments extérieurs ne peuvent bouger que si soi-même, à l'intérieur, on bouge. Donc la question, c'est qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que je suis en train de vivre, avec mes difficultés, avec mes peurs, parce que j'entends beaucoup de peurs. Qu'est-ce que je peux faire de ça pour trouver un lieu, un endroit avec moi-même où je me sente un peu mieux? En d'autres termes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même que l'extérieur ne fera pas, parce qu'il ne le fera qu'à partir du moment où vous êtes prête, où vous êtes dans cette action-là pour vous. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à me poser ce genre de questions maintenant parce que moralement, je vais pas bien. Donc, c'est vrai que je cherche du travail, mais par exemple, je cherche du travail par Internet, ce qui me fait rester à mon domicile toute la journée. Oui, voilà. Alors qu'on a besoin de vous voir pour vous employer. On a besoin d'une rencontre. Comme c'est intéressant parce que ça fait écho à cette envie de rencontre amoureuse ou sentimentale, mais qui ne peut pas se construire parce que vous n'êtes pas dans cette rencontre-là. Oui. Et la question est vraiment dans la rencontre avec vous-même, c'est-à-dire vous accueillir dans la personne, pour l'instant, qui ne vous plaît pas parce que vous trouvez que vous grignotez, que votre santé n'est pas bonne, que vous n'avez pas d'emploi. C'est comment vous allez vous regarder avec un peu plus d'amour pour prendre confiance dans vos capacités. Vous cherchez un emploi dans quel domaine? Mais dans l'administratif médical, moi j'ai travaillé... Donc comme secrétaire médical par exemple? Pas secrétaire, plutôt dans l'accueil, parce que secrétaire médical, on va dire que c'est un petit peu plus technique entre guillemets, mais plutôt sur l'accueil médical. Bon, avant j'ai déjà travaillé dans l'administratif médical, mais auparavant j'étais aide à domicile. Et pour des raisons de santé, donc actuellement j'ai des calcifications qui sont extrêmement douloureuses au niveau des épaules, et donc là j'ai été reconnue travailleur handicapé, donc je ne peux plus exercer ce travail-là, et j'ai être obligée de refaire une reconversion. Bon, j'aimerais bien dans l'accueil médical toujours, parce que j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine, donc j'aimerais bien y rester. Le problème, c'est qu'à 53 ans, trouver un travail dans ce secteur-là, c'est pas des plus faciles. Alors, est-ce que ça passe pas? Alors, il y a rien qui est facile, on va dire. Il y a plein de domaines d'activité aujourd'hui qui sont difficiles d'accès. Alors, est-ce que vous imaginez pouvoir répertorier les cabinets médicaux de votre ville, là où vous habitez, et puis prendre votre courage à deux mains, parce qu'il s'agit de ça,
Et puis y aller avec, moi j'entends votre voix, mais la bonne voix que vous avez en disant voilà, j'ai été aide médicale, je connais mes compétences et je suis capable d'assurer un accueil. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à l'accueil du cabinet? Vous en pensez? Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous ressentez? Ne raisonnez pas. Qu'est-ce que vous sentez au moment où je vous dis ça? Quelle est la petite phrase que vous venez de vous dire au moment où je vous ai dit ça? Oui, c'est ce que je devrais faire. Enfin, Alors, je devrais le faire. Et puis la phrase d'après, vous vous êtes dit quoi? Je devrais faire et qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle est la petite radio? Elle a dit quoi, la mauvaise petite radio, là, tout de suite? Ah, mais vous pouvez le dire. Oui, que je suis pas trop en état de le faire. Je suis pas en état de le faire, d'accord. Et je suis pas en état parce que, qu'est-ce que je considère dans mon état qui m'empêche de le faire? Mais parce que je suis en ce moment, je suis angoissée, déprimée de par la situation. Donc je me dis, ça va se voir, quoi. Ça va se voir sur moi que je suis, je suis. On va voir que je vais pas bien. Oui, voilà. Oui, tout de suite, on va voir que je raconte que je peux tenir le poste, mais en fait, c'est quoi la croyance? C'est j'ai pas les capacités parce que je suis pas assez bien dans ma tête en ce moment? Oui, c'est ça, oui. Et en même temps, je suis pas assez bien dans ma tête parce que je n'ai pas d'emploi. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça. Donc, c'est poser un pas devant l'autre, c'est à un moment donné dire oui, c'est vrai, je suis pas très bien dans ma tête, mais la meilleure solution d'aller mieux, mon besoin, votre besoin profond, c'est quoi? C'est d'être reconnu aujourd'hui. C'est d'avoir cet emploi, c'est de vous insérer. Ah oui. Oui, parce que ça serait le premier pas. Après, tout s'enchaîne, j'allais dire. D'accord. Donc, donc ça, c'est votre besoin. Et si on va un peu plus loin dans le besoin alors, il y a ce besoin de trouver un emploi. Et puis, en tant que personne, Caroline, en tant qu'être, elle a besoin de quoi pour trouver cet emploi? Vous seriez votre meilleure amie, qu'est-ce que vous lui diriez à Caroline là? Comme parole réconfortante pour l'aider, vous lui diriez quoi? Je lui dirais qu'elle essaye d'avoir un peu plus confiance en elle et de croire en elle, d'aller de prendre sur elle pour un petit peu aller vers les autres. De prendre sur elle pour un peu aller vers les autres, voilà. Parce que un peu plus confiance en toi, c'est une injonction. Déjà, vous l'avez pas trop, donc vous allez dire à votre amie, t'es mignonne, mais c'est justement ce que j'arrive pas à faire. Par contre, c'est prends sur toi pour aller vers les autres. Ça, c'est un conseil qui ressemble à un conseil d'ami. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline? Oui. Ouais. Donc c'est cette petite voix-là qui doit vous guider. C'est prends sur toi et je suis là. Je suis là pour toi. Les autres ne voient pas tout. Vous savez, on voit quelqu'un arriver comme ça dans un commerce, dans un bureau. On ne sait pas. Peut-être que cette personne vient de vivre quelque chose de très difficile ou a le cœur en mille morceaux, un chagrin d'amour. On ne sait pas. Et on ne le voit pas forcément. Regardez, on passe à côté, quelquefois même de nos propres amis, on ne voit pas qu'ils vont pas bien. Eh oui. Alors, je vous dis pas, vous voyez, c'est pas mentir, c'est pas se cacher, c'est ne pas se cacher à soi-même. Vous ne vous cachez pas vous-même que c'est difficile et qu'en ce moment, vous n'êtes pas au mieux. Mais vous savez que la voie pour aller mieux, c'est de vous réconforter. Vous réconforter, c'est, prends-toi par la main, prends un peu sur toi pour y aller et tu verras, ça va bien se passer. C'est ça que vous pourriez rajouter. Votre ami pourrait vous rajouter cette phrase-là et tu verras, ça va bien se passer. Oui, certainement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué. J'ai eu travaillé là en 2015 comme agent administratif dans une mairie. Et ça s'est très mal passé. J'ai été victime de harcèlement moral. Oui. Donc, et c'est vrai que depuis... voilà, vous avez peur. J'ai perdu... Oui, j'ai peur.
Mais c'est carrément le mot. J'ai peur. J'ai peur d'une fois de plus l'échec. J'ai peur de nouveau que la direction me retombe dessus, comme ça a été le cas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez compris de cet épisode, justement à la mairie? Qu'est-ce que vous avez compris qui s'est passé à ce moment-là pour vous? Qu'est-ce qui a donné prise chez vous à cette histoire de harcèlement? Forcément, je l'ai très très mal vécu. Sur une année que j'avais de contrat, j'y suis peut-être allée 3-4 mois, et puis tout le reste, j'ai été en arrêt maladie. Donc ça a démarré très vite, hein. En 3-4 mois, vous vous êtes retrouvée dans une situation de harcèlement. Oui. Ouais. Et donc harcèlement à ne pas vouloir aller travailler, avoir la boule à la gorge, avoir mal au ventre. Voilà. Ouais. Ouais. Et ce harcèlement, quelle forme il avait? Des petites phrases dégradantes? Comment ça s'est passé? Quelle forme il avait? On me laissait beaucoup de travail. Ouais. On prenait pas le temps de m'expliquer parce que bon, évidemment, dans une mairie, ça peut être aussi très technique. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était carte d'identité, passeport. Enfin, il y avait beaucoup de choses, plus tout le standard et tout. Et donc, les personnes qui étaient là-bas m'ont pris en grippe. Elles ne m'expliquaient pas, elles prenaient pas le temps de m'expliquer les choses. Elles me laissaient beaucoup de travail. J'avais remontrance devant les clients, personnes les personnes, les oui. Oui. Voilà. La direction m'est tombée dessus. Bon, le maire était au courant de bien tout ce qui se passait. Par contre, et il n'a pas bougé. Il n'a pas fait en sorte, par exemple, de me mettre sur un autre poste où j'aurais pu être plus tranquille et faire un autre travail. Pas du tout. Est-ce que Caroline, quand ça a démarré, quelle a été votre posture? Est-ce que tout de suite, justement, vous avez connecté chez vous la partie aïe aïe aïe, je suis pas à la hauteur, c'est terrible. En fait, j'y arrive. Énormément de pression. Ouais. Alors, d'accord. Vous n'avez pas été les voir en disant, écoutez, moi, voilà, effectivement, j'ai plein de travail, mais j'ai aussi besoin que vous m'expliquiez. Vous n'avez pas été faire valoir vos besoins. Quels besoins vous aviez à ce moment-là? Non, ils m'ont convoqué ils m'ont convoqué. Tout le monde était convoqué parce que c'était, vous savez, à la fin de l'année, tout le monde est convoqué pour vous mettre une note. Oui. Voilà. Faire le point. L'entretien annuel d'évaluation. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc ils m'ont dit qu'il y avait des petites choses qui allaient pas, mais c'était pas c'était pas flagrant, quoi. C'était pas, il y avait pas de choses graves. Oui, il faudrait modifier ça. Bon, voilà. Et en fait, après, moi, j'ai essayé de modifier, mais il y avait encore des choses qui allaient pas. Voilà. Et ma collègue avec qui je travaillais, volontairement, elle ne s'occupait pas de certaines choses. Et moi, je me retrouvais avec tout le boulot. Voilà. Alors forcément, j'étais débordée. Des fois même, je restais après la fermeture de la mairie pour continuer mon travail. Et oui, pour leur prouver qu'elles avaient tort, bien entendu. Voilà. Mais même le maire, une fois, est descendu. Il me dit, mais vous êtes encore là? Mais j'ai dit oui parce que je m'avance dans mon travail. Donc, et ça, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Mais elles n'en ont pas tenu compte, évidemment. Oui, voilà. Parce que vous avez voulu prouver que l'idée ou l'image qu'elles avaient de vous n'était pas la bonne, en montrant à quel point vous étiez courageuse, loyale, prête à beaucoup travailler, mais sans jamais mettre des limites et faire valoir vos besoins. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans toute votre témoignage, Caroline. C'est de quelle façon j'écoute mon besoin profond, le besoin d'être respectée, d'être reconnue, de me sentir valable. Et en fait, là, petit à petit, dans le système que vous avez installé, qui est une spirale négative et qui descend, vous ne trouvez plus des moyens de raccrocher quelque chose en vous qui vous permet justement de restaurer la confiance, c'est-à-dire la capacité. Oui, là, j'ai rien, j'ai rien à quoi me raccrocher. Oui, et attention, parce que dans l'histoire que vous racontez là, à la mairie, vous donnez raison, en fait, inconsciemment à vos harceleurs,
en vous mettant dans cette posture-là de repli, au lieu de faire valoir la personne que vous êtes, vos besoins, alors c'est eux qui gagnent, c'est eux qui ont raison. Ouais. Et c'est le début de cette spirale. Alors, Caroline, il y a Monique qui est là et qui avait envie de vous apporter son témoignage. Bonsoir Monique. Bonsoir à toutes. Bonsoir Caroline. Alors, Monique, vous avez retrouvé un travail, c'est ça, à 53 ans, donc à l'âge de Caroline. Oui, c'est l'âge de Caroline qui m'a fait réagir. Ah, très bien. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une région, je l'ai complètement quittée. J'ai tout déménagé, je suis repartie à zéro dans une autre région. Et j'ai fait Pôle emploi à 53 ans. J'ai forcé un peu les portes parce qu'en fait, il y avait une réunion, le CHU de la région cherchait des gens pour différents postes. Il m'avait dit non, pour quelle raison? Je me suis dit c'est peut-être mon âge, mais j'ai dit non, je vais y aller. J'ai forcé les portes. Et puis en fait, j'ai été prise en CAE, vous savez, après CAE, CDD, etc. J'ai fait mon petit bout de chemin. Et je me suis dit, bon là maintenant, j'avais aucune notion de secrétariat médical, parce que maintenant je suis secrétaire médicale. J'ai eu des formations au vocabulaire médical, j'étais secrétaire de direction, j'ai eu mon entreprise, j'ai fait un petit peu tous les travaux, mais c'était surtout dans l'administratif. Et maintenant, j'ai une ouverture et je suis secrétaire médicale. J'en ai 61, j'ai fait mon petit bout de chemin, mais j'ai commencé dans cette période de ma vie à 53 ans. Alors, oui, et Monique, ayez confiance. Oui, vraiment, alors, oui. Monique, sur quoi? Parce qu'on part jamais tout à fait du même endroit, hein, et Caroline, aujourd'hui, voilà, se sent un peu emmurée en elle-même. Vous étiez... sur quoi vous vous êtes appuyée à l'intérieur de vous? Justement, vous dites, j'ai poussé les portes, mais quelle est la petite voix en vous qui vous a permis, justement, de pousser ces portes? Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là sur vous? En fait, je me suis dit, je veux un travail, je veux absolument, je veux m'en sortir. D'accord, donc oui. une vraie décision, une vraie volonté. Hein, c'est ça qui vous a guidé. C'est un peu, on retrouve ce que disait la meilleure amie de Caroline à Caroline, donc sa propre meilleure amie. Vas-y, prends-toi en main. Fais ta route, hein. Et confiance et tu verras. Jusqu'à un moment, voilà, vous avez besoin de moi. Oui. Et allez voir en disant, mais s'il vous plaît, un travail, non, vous avez besoin de moi. C'est-à-dire, voilà, mettre en avant ses qualités, y aller, oui, je veux. J'étais vraiment déterminée. Oui, je veux. Si je me reconnecte à cet état-là, oui. Et je veux vraiment. Oui, je veux vraiment. Et Caroline, ce je veux vraiment, est-ce que vous arrivez un tout petit peu à le sentir là, même du fond? Est-ce que ce vouloir, oui, du fond, oui. Du fond, oui. Mais j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi et à faire le pas. Voilà, d'accord, à faire le pas. Oui, c'est ce que dit Monica, hein, c'est juste le premier pas qui est dur. Vous avez besoin d'une seule petite expérience et puis la confiance reviendra. Au fond, vous le savez, c'est vrai que vous le savez. Donc à un moment donné, c'est faire taire cette partie qui dit t'es nul, regarde ce qui s'est passé à la mairie, tu vois, tu y arrives pas, etc. C'est taire tout ça. Je continue d'en rêver. Ah, voilà. Et ça date de janvier 2015. Hein. Monique, vous avez vécu comme ça une expérience douloureuse? Oui, j'en ai eu, même à l'intérieur de là où je travaille, j'ai eu des moments où je me suis accrochée à mes valeurs. J'ai accepté des postes où c'était pas, faire le tri dans les archives, c'était intéressant, c'était en génétique, mais je faisais le tri dans les archives, alors que je savais que mes capacités étaient autres, mais j'ai accepté parce que je savais que il y avait cette détermination, de dire je veux être dans la maison, je veux être dans cet endroit-là, et oui, il y a eu des moments où j'avais des bémols. Mais j'étais toujours volontaire, j'ai toujours ça. Toujours volontaire. Et ça m'a amené à un poste, mais je me régale, j'ai plaisir à aller travailler. Non, en lâchant rien sur le désir, hein, volonté, désir, hein, on lâche rien dessus. Merci Monique pour votre appel. Merci Monique. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Caroline, alors, je ne sais pas si vous êtes fait un petit peu aider ou faire une ou deux consultations en CMP juste pour nettoyer un peu la blessure de l'épisode justement en mairie, parce que j'ai l'impression que le gros frein, enfin la blessure est là comme un trauma. Et que là, il y a quelque chose à soigner pour repartir du bon pied. Hein. Vous parlez d'ailleurs de vos épaules, hein, ce que vous avez porté sur les épaules. Il y a un poids un peu trop lourd là. Et votre corps vous le dit d'ailleurs. C'est prendre soin de ce poids-là pour le libérer un peu, pour l'alléger. Oui. Pour que la démarche soit moins lourde. Et puis d'écouter cette petite voix là de je veux, je désire, c'est important pour moi, je fais quelque chose de bon et de bien pour moi. C'est pas je cherche un emploi pour restaurer mon image dans la société, c'est je fais ce dont j'ai besoin. Et je sais que c'est le départ de quelque chose qui est bienveillant pour moi. Vous le sentez, Caroline? Oui. Il faudrait que je puisse arriver à avoir cette façon de penser, Oui. Alors vous savez que vous faites bien de parler de façon de penser, Caroline, parce que ça fait seulement depuis 20 ans qu'on travaille en neurosciences sur les apprentissages du cerveau et sur notamment la neuroplasticité du cerveau. Et qu'est-ce que montrent les dernières recherches là de ces 20 dernières années qui sont excessivement encourageantes, c'est qu'on peut complètement changer en fait nos connexions neuronales entre cœur et cerveau, puisqu'il y a la fréquence cardiaque est liée au cerveau, et qu'on peut agir sur ses pensées dans une discipline en fait. Alors la voie du changement, c'est la pratique. La pratique, c'est-à-dire discipline, mais les petits pas, de la même façon, qu'on lave son corps le matin, le soir, qu'on se lave les dents. Et de la même façon, on va travailler cette discipline de la pensée, de notre axe, et petit à petit, de nouvelles connexions vont se créer dans le cerveau. Et on va changer des pratiques. Vous savez, quand on change notre alimentation, notre corps, il bouge. Quand on commence à manger plus sain, on se tonifie, on maigrit, le corps réagit à cette alimentation. Le cerveau, de la même manière, la nourriture qu'on va lui donner, il va la traiter différemment. Mais de la même façon que l'alimentation est une discipline en soi, on apprend des habitudes alimentaires, on va apprendre des habitudes de pensée. Voilà, et ça peut passer par des pratiques de respiration, un peu de méditation, d'écouter, d'avoir conscience de cette petite voix qui me dit j'ai peur, je suis nulle, je regarde pas les gens dans la rue, qui n'est pas une façon de se juger, de se faire mal en disant c'est pas bien, c'est regarde, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Et tous les jours avoir un petit succès. Par exemple, là, je sais pas, demain matin, vous allez chercher votre pain et puis vous allez tout d'un coup porter le regard autour de vous. Et pendant, 5-10 minutes de trajet. Et puis, juste vous observer. Et petit à petit, vous habituez à ça. Ça va être des micro-changements au départ. Mais à force, d'enclencher ça va enclencher une nouvelle spirale. Vous essayez ça, Caroline? Vous y pensez demain? Oui. C'est très encourageant. Les pensées, vraiment, le cerveau, la plasticité du cerveau est absolument formidable. Et ce n'est pas une question d'âge. Je le précise. Oui, parce que c'est vrai que quand le peu que je sors, c'est vrai que je vous assure, je marche regardant par terre, je vais dans les rayons, je prends ce que j'ai à prendre et puis je m'en vais. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi, je les fuis du regard, quoi. C'est pas, alors que ça va, c'est à l'opposé de tout ce que je suis. Oui, alors justement, il n'y a pas de changement chez l'individu sans nouvelles pratiques. Donc, si vous changez vos pratiques, vous allez créer ces nouvelles voies de connexion. Et c'est là où les choses vont s'apaiser, vont s'ouvrir. Donc, allez, dès demain, après-demain, des petites pratiques qui vont petit à petit vous mettre sur votre chemin à vous, puisque vous sentez, vous savez, une partie de vous, tout à fait là, dit, mais tu sais bien que tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es pas réduite à ça. D'accord. Et vous le savez.
Vous nous donnerez de vos nouvelles, Caroline. Hein? Oui, je vous remercie Sophie, puis merci beaucoup pour vos conseils. Vous avez une voix très apaisante. Hein. Merci Caroline. Vous savez, pour me rappeler, moi quand j'étais jeune, je faisais de la radio aussi. Ah oui, c'est formidable ça. Et bien alors vous voyez que vous avez tellement plein de belles choses en vous, de savoir apaiser, d'avoir une voix. Hein, donc retrouvez votre voix, VOIE, Caroline. Et VOIX aussi. Et oui. Hein, il faut trouver la voix. Je vous embrasse, Caroline. Bonne nuit à vous. Merci, moi aussi. Bonne nuit, Sophie. Au revoir. Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. 21, on s'exprime en toute liberté ce soir sans avoir peur des regards ou d'être jugé. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Je vous ai appelé il y a 1 an, presque jour pour jour. Oui, ouais. Presque jour pour jour. Oui, le 19 février. C'est comme un anniversaire. Le 19, on est le 18. Je me dis décidément, ça doit être des périodes difficiles. Mais vous l'avez réalisé avant d'appeler ou tout d'un coup vous en êtes rendu compte en appelant ? Je m'en suis rendu compte juste quand j'ai eu envie d'appeler. Vous êtes dit, tiens, il y a 1 an au même moment. Ouais, c'est très joli. Ouais. Voilà, à l'époque, j'avais 2 problèmes. Donc j'avais trouvé que ma thérapeute était agressive et je savais pas comment réagir. Et l'autre, c'était donc celui-ci. Donc c'est réglé parce que j'ai réussi à lui dire. Oui. Que j'avais du mal à lui dire. Oui, justement. C'est bien. Voilà, parce que j'osais pas trop. Et puis le deuxième, c'est qui est toujours valable, c'est que, comme j'expliquais, je sais pas si vous avez la fiche, parce que c'est un peu difficile à... En fait, alors, ce que m'a dit Corentin, c'est que vous avez un sentiment d'être un peu enfermé dans vos soucis, d'avoir un peu. Alors, ce que je comprends, vous me dites si c'est ça, mais ce que j'imagine, c'est que vous avez un peu, après des années de thérapie, pratiquement 30 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Que vous avez toutes les pièces du puzzle, mais un peu encombrantes, une espèce de grand puzzle, de grosses pièces, que vous n'arrivez plus à assembler. Et voilà, c'est exactement, vous avez tout à fait compris, c'est exactement ça. Et alors j'ai essayé de réfléchir pourquoi je n'arrivais pas, ça se transformait pas en action ou en déblocage et tout ça. Donc je me suis rendu compte aussi que, j'avais toujours peur de finir les choses dans les, vous savez, quand je fais quelque chose, j'arrive jamais à les finir. Alors j'ai vu que c'était des gens perfectionnistes ou alors qui avaient peur de la fin ou qui avaient peur d'être déçus. Ou peur de la réussite, jamais à la hauteur. Il se prouve, vous validez le scénario que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc la question c'est si je réussissais, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà, au travail j'étais très perfectionniste. J'avais toujours peur donc je me suis épuisée. D'ailleurs j'ai fait un burn-out. Et je suis tombée malade. En fait, je suis tombée malade en 2008. J'ai arrêté 3 ans. Et depuis mon arrêt, là, j'ai arrêté. Donc je suis à la retraite depuis l'année dernière. Et depuis, j'ai fait que des dépressions chroniques sans arrêt. Ça a été chaotique. Et voilà, et là, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'avance plus, mais je sais, là, par exemple, ça fait 15 jours que je suis pas sortie de chez moi, et je sais pas comment, je vois pas la porte de sortie. Tout encombré par vous-même. Quel rapport vous entretenez, Julie, avec votre corps ? J'ose pas me regarder dans une glace, c'est ça le gros problème. J'ai un gros problème avec ça. Oui, j'ai le sentiment que vous êtes clivé à l'horizontale coupée, c'est-à-dire 30 ans de thérapie, tout est dans la tête, le cerveau a toute la carte, mais il n'a pas fait d'alliance, ce cerveau-là, avec votre corps. Et donc, vous savez, au niveau du plexus, de cette connexion entre corps, âme et esprit, la connexion, elle se fait pas. Donc, il est très très savant, votre cerveau. Il a tous les éléments, mais il n'a pas créé de contact. Et donc, le corps ne bouge plus.
Le corps, il dit, moi, puisque c'est comme ça et qu'on m'a pas demandé mon avis, rideau, je reste à la maison. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mise en action, parce qu'il n'y a pas de quelque chose qui s'imprime dans le corps. C'est tout le travail thérapeutique, bien sûr, on commence par raisonner, on comprend avec notre cerveau, et là, la conscience s'éveille. Mais après, il y a tout un travail d'intégration qui se fait. D'intégration presque, je fais le geste, dans nos cellules, dans nos corps, quelque chose qui s'imprègne, quelque chose qu'on ressent profondément. Et c'est ça justement, et je ne sais pas quoi faire. Alors, ce serait bien, Julie, de commencer à peut-être même prendre une inscription, parce que ça va vous donner un cadre. Ben oui, mais c'est ce que j'ai fait. Ça fait des années que je m'inscris partout et que j'y vais jamais. Ah. Ou alors j'y vais une partout, fois. C'est quoi comme type? Des loisirs, de la gymnastique, de la danse, de la peinture. J'y vais pas, ou j'y vais une fois. Parce que l'expérience que vous... Quand par exemple, on va prendre de la danse, parce que c'est ludique et le corps est en jeu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous y allez une fois et vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui fait que vous y retournez pas? C'est pas pour moi? Comme si ça servait à rien. Enfin, ça sert à rien. Oui, voilà, c'est ça. Mon corps ne suit pas, en fait. Ça sert à rien parce que vous voulez contrôler le résultat. C'est-à-dire, vous voulez bien faire s'il y a tout de suite un résultat, ou vous êtes engagé dans un résultat. Oui, j'ai presque envie de vous dire, bien sûr, ça sert à rien, mais c'est justement parce que ça sert à rien que ça sert à quelque chose. Mais oui, dans votre cas, c'est vraiment ça. Cherchez pas à ce que ça serve à quelque chose. Faites-le sans raison, quasiment. Enlevez votre raison. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire les choses sans raison. Alors, comme je suis toute seule, je suis pas motivée du tout, en plus. Alors, bien sûr, on a besoin de raison, mais la question, c'est quelle raison on se donne pour faire les choses. Si la raison doit être un raisonnement de performance, c'est-à-dire, si je fais quelque chose, je dois en obtenir un résultat, tout de suite ou rapidement, ou ça doit absolument mener quelque part, à ce moment-là, on n'est plus dans le chemin. On peut voyager à toute vitesse, on n'a qu'à prendre un supersonique et arriver à toute vitesse, et on n'aura pas vu le paysage. Vous, c'est l'inverse, c'est dire, je ne sais pas quand j'arriverai, je ne sais pas où j'arriverai, je ne sais même pas si le voyage va me plaire. Vous voyez, je n'anticipe pas le résultat. Parce qu'il y a raison et raison, il y a du sens, j'ai la conviction que de poser telle action ou d'être dans tel endroit peut m'apporter quelque chose. Ça, c'est une conviction, ça j'en suis convaincue. Mais pour autant, je ne maîtrise pas. Et c'est lâcher la maîtrise. Parce qu'avec les 30 ans de thérapie, il y a sans doute eu une volonté terrible de maîtrise de soi, avec presque un désespoir aujourd'hui. De dire, mais 30 ans pour en arriver là, mais je maîtrise rien. J'ai perdu la barre du bateau, j'ai plus de gouvernail. C'est ça. Et là, j'en parle à ma thérapeute, elle ne sait pas quoi faire non plus. Donc, je ne sais pas... C'est difficile. Oui, j'entends bien, Julie. Parce qu'à force de vouloir maîtriser l'immaîtrisable, parce que c'est l'inconscient, et la question n'est pas de le maîtriser par la connaissance en thérapie. Alors bien sûr, il y a le connais-toi toi-même, et je le dis souvent, mais se connaître, c'est au sens le plus large du terme. C'est-à-dire se connaître dans toutes les dimensions, dans tous les sens, le ressenti, l'émotionnel, qu'est-ce que ça provoque, chaud, froid, tristesse, peur, rejet, abandon, joie aussi. Voilà. C'est pour ça que je sentais bien que faire de la gymnastique, même quelque chose avec mon corps, ça m'aiderait, mais j'arrive pas à commencer à faire la démarche, quoi. Parce que vous vous dites quoi au moment de faire la démarche? Vous dites, j'arrive. Je sais que ce serait bien pour moi, donc j'ai une conviction. Là, on a la conviction. En général, je ressens une grande fatigue au moment d'y aller. C'est ça. C'est même pas... la fatigue de devoir se porter presque. Voilà, c'est ça. Le corps qui se fait lourd. Non, tu ne me traîneras pas à la gymnastique. C'est exactement non, ça. Je n'irai pas. Je résiste.
Et oui, Oui, parce que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir une résistance très forte. oui, une résistance très forte. Oui, oui. Oui. Et je ne sais pas par quel bout m'y Parce prendre. que c'est nouveau. Parce que d'abord c'est nouveau. Et puis votre cerveau, enfin, vous voyez, l'aspect raisonnement est devenu très puissant. Donc il contrôle tout. Il contrôle le corps. Mhm. Et donc le corps se fait très lourd à ce moment-là. Ça pèse dessus. Ça pèse sur lui. C'est un poids qu'il doit porter. Ce cerveau qui est là à passer son temps à raisonner. Donc c'est d'inverser le dialogue intérieur et de dire à votre cerveau, écoute, oui c'est vrai, je pèse 3 tonnes, oui c'est très très lourd, je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire-là. Bah écoute, laisse-moi un peu tranquille, moi j'ai envie d'y aller. J'ai la conviction que quelque chose peut se passer. Vous savez, quand ça nous arrive quelquefois de faire des choses ou d'aller même à un endroit, on ne sait pas bien pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous dit que là, voilà, ou même aller à une soirée, aller à un dîner, on va rencontrer des gens, on va... Voilà, et on s'attend sans s'attendre, mais on sait qu'il faut être là, voilà, sans bien savoir. C'est vrai, oui. Et là, c'est votre petite voix, votre intuition qui doit être entendue, parce que à force de tout vouloir, vous savez, si vous vous demandez si vous avez envie, la réponse va être non. La réponse va être non. J'ai pas envie d'aller à la gym. Oui. Par exemple, même pour lire, par exemple, j'ai envie de lire, j'y arrive pas. Vous voyez, Même lire, ouais. Même lire, oui. Quand vous dites j'y arrive pas, c'est donc que vous essayez. À quoi ressemble votre essai? Ça marche comment? Je lis une page et puis je laisse tomber le livre. Ouais. Et à ce moment-là, vous dites quoi? Je suis fatiguée, j'ai pas envie, ça me dit rien? Ou est-ce que quand vous lisez, vous êtes en train de penser à autre chose et du coup, au fait, vous n'êtes pas là? Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas présente. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Ouais. Vous lisez, mais vous lisez pas. Alors évidemment, le livre vous tombe des mains. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas connecté, en fait. Et non, je suis pas voyez, du tout ça connecte pas dans le sens, dans le sens du plaisir, juste du plaisir de la lecture. Pas pour ce que le livre va vous apporter, juste pour le plaisir de lire, de l'action. Vous avez perdu le plaisir dans l'action. Oui. Juste le plaisir de faire, sans enjeu. Je me demandais si ça valait le coup que je continue la thérapie. Enfin, je sais pas. Parce que là, on tourne en rond. Ben oui, d'après vous. Ben, je sais pas. J'ai l'impression que vous savez, parce que dans la question, il y a déjà un début de réponse. Non, enfin, j'ai pas l'impression de savoir. Mais... Ça vous fait du bien quand vous y allez? Vous vous sentez plus légère en sortant? Qu'est-ce que vous ressentez? Plus maintenant, plus tellement, parce que je répète toujours les mêmes choses. Enfin, j'ai l'impression de Donc pas, vous y allez en mode automatique? Oui, parce que disons, ça me fait plaisir de voir quelqu'un parce que je suis toute seule. Oui, c'est pour ça que je suis hésitante dans le conseil à vous donner là-dessus, parce que je me dis que là, vous sortez de chez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez changer, on va dire, dans la façon d'y aller? C'est-à-dire dans ce que vous vous dites quand vous y allez, parce que dites je tourne en rond, mais est-ce que finalement le piège c'est parce que vous en attendez, qui ne vient pas, qui n'est jamais là et qui vous désespère? Ah oui, parce que ça. Hein. En fait, vous êtes pleine d'attentes. Vous attendez, vous êtes là sur le quai de la gare. C'est exactement ça. J'attends s'il y a un train qui va passer et qui va me plaire. La couleur du train, la tête des passagers, la destination. Mais en fait, à chaque fois qu'un train passe, je me dis non, pas celui-là. Non, celui-là non plus. Non. Ce qu'il y a, c'est je suis complètement bloquée, quoi. Je me sens complètement bloquée. Et en plus, ça s'est aggravé, je trouve. Enfin, bon, j'ai voulu faire une séance d'hypnose il y a 3 semaines pour essayer de me dire ça fera du bien. Et j'ai l'impression que ça m'a aggravé. Parce que comment ça s'est passé dans la séance? C'est une séance d'hypnose ericksonienne. J'ai été réceptive d'après ce que... Bon, voilà. Mais bon, ça m'a pas apporté... Vous avez réussi à lâcher un peu? J'ai réussi à lâcher pour une fois. C'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à lâcher. Bah alors... Mais c'est pire depuis. Oui. Ça fait remonter quoi? Des angoisses?
Ben, je pense que ça a fait un contre-coup de peur de me lâcher, justement. Enfin, Ça résiste. Oui, ouais, Ah j'ai oui. l'impression. Enfin, j'analyse comme ça, parce Oui, qu'en oui. fait, comme j'ai réussi pour une fois à me lâcher, parce que j'avais essayé une dizaine d'années, j'avais pas du tout réussi. Oui. Là, j'ai réussi parce que je me suis dit, il faut absolument que j'essaye et tout. J'ai réussi à me laisser aller, donc avec quelqu'un là qui me donne qui donne des conseils, et voilà. Et je pense qu'il y a un retour de bâton dès le lendemain. Et c'est depuis 3 semaines, je suis beaucoup plus bloquée, en fait. Et si vous alliez revoir l'hypnothérapeute pour lui raconter justement Oui, ce que vous avez vécu après, je me posais la question. mais ce serait bien d'aller travailler là-dessus. Je lui ai écrit plusieurs fois, il n'a pas répondu. Ah. Ouais. Alors, parce que je lui ai dit que j'avais un problème, mais peut-être que, je sais pas... Ou de reprendre un rendez-vous, parce que manifestement, il y a une brèche qui s'est ouverte et aussitôt refermée. Oui, voilà, parce qu'en fait, voilà, ça fait des années que vous maintenez une cloison très étanche. Donc, il y a une peur immense. Oui. Il y a plein de peurs voilà, il y a toute une armure qui s'est construite faite de peur, d'aller peut-être entrevoir qu'est-ce qu'elle dit, cette peur? Qu'est-ce que vous risquez de découvrir? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est inconfortable? C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que j'ai une enfance de maltraitance. Oui. Et avec des petits problèmes des problèmes d'attouchement. Oui, c'est pas des petits. Oui. Non, c'est pas des normes. Oui. Voilà. Et je pense que... Et on retrouve le corps. Voilà, c'est ça. Et j'ai bloqué complètement j'ai bloqué mon corps complètement. Et je pensais qu'avec la thérapie, ça allait se débloquer. Et non, enfin, ça c'est pas, ça m'a fait prendre conscience, mais. Ouais. Mais il n'y a pas eu dans l'approche justement de la façon dont vous vous considérez, ce que vous avez vécu, votre corps, un pardon, un accueil, ce corps-là qui a vécu cette chose terrible. Vous lui en voulez beaucoup à ce corps? En fait, je voudrais pas pleurer, quoi. Oui, ça vous crée de l'émotion. Ouais. Oui, je comprends. Parce que il y a une histoire de pardon aussi dans votre histoire. Il y a quelque chose à traverser. Peut-être d'aller, rencontrer un travail. Regardez, un travail autour du pardon, autour de l'accueil, votre corps, il a besoin qu'on lui donne de l'amour. Il a été tellement privé et abîmé. Oui. Et vous avez besoin, et vous êtes là pour ça. Donc, ça y est, vous avez la connaissance de l'histoire. Donc, vous avez les éléments du coup du pardon possible. Mais il y a quelque chose qui résiste. Et du coup, il se bloque. Il est tellement malheureux qu'il est très lourd de toute cette souffrance. Et il a besoin d'être libéré, lui. Oui, c'est pour ça. Mais oui. C'est bien que vous lâchiez là quelque chose à l'antenne, que vous vous laissiez aller. Ça vous arrive facilement pour vous de pleurer ou c'est rare de toucher là? Non. Non, pas souvent. Non, pas souvent. Oui, c'est important. Contactez ça parce que vous, c'est un peu comme si vous vous preniez dans vos bras en ce moment. Comme la petite fille là, c'est la petite fille qui est en train de pleurer, blessée que vous êtes en train d'accueillir. C'est elle qui a besoin de vous. Pas que vous sachiez tout d'elle. C'est vrai que au moment quand j'ai commencé ma psychothérapie, donc il y a longtemps, j'avais toujours le sentiment que j'avais la tête d'un côté et le corps de l'autre. Oui. Vous voyez, il n'y avait pas la connexion, justement. Oui, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'était une protection. Oui. C'est la déconnexion que vous avez fait quand vous avez subi ces attouchements. Oui, je m'abstrayais, enfin, entre guillemets, je m'abstrayais. Oui, c'était le seul moyen pour vous. Oui, oui. Et le problème, ça me le fait beaucoup moins. C'est déjà ça me l'a fait beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'arrive pas à bouger mon corps, quoi.
Oui, parce que lui n'a pas reçu le signal de l'accueil. C'est-à-dire que au moment du trauma, vous êtes passé en mode survie. Oui, Et lui, il a c'est ça. continué à vivre. Imaginez un mode enclenché. Oui, Il voilà, est en c'est survie vrai. continuelle. Il faut le remettre dans la vie. Ben oui, c'est ce que Oui. j'essaye. Oui, que je j'essaye comprends. de faire. Oui, bien sûr. Et c'est très touchant. Et le faire, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Quand vous vous autorisez, vous voyez, à pleurer, à laisser quelque chose de votre corps s'émouvoir, de vos émotions, quand ce canal-là s'ouvre, vous ne faites pas qu'essayer. Là, vous ouvrez une porte. Alors bien sûr, ça peut faire un peu mal au moment où on ouvre la porte. Je ne dis pas que c'est facile de l'ouvrir. Non. Mais elle commence à permettre un chemin à ce moment-là. Ouais. Parce que la conscience, vous l'avez. Il y a juste un éveil qui vous manque. Autrement, donc ma thérapeute, elle était contre que je retourne refaire de l'hypnose. Mais moi, j'avais un peu le même sentiment que vous, d'aller lui parler. Oui, de ne pas rester. Oui. Alors, peut-être demander à votre thérapeute pourquoi elle a cet argument-là. Je ne connais pas tout votre histoire. Moi, ce que je comprends, c'est ne jamais rester sur quelque chose, justement. Là, pour le coup, c'est pas une histoire de maîtrise, c'est qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'arrive. Oui, voilà. Et là, il s'est passé quelque chose pour vous qui est quand même drôlement intéressant et qui fait très peur, mais qui est bien intéressant. Comme là, un instant. Ça a vraiment été spectaculaire. Oui. Oui. En fait, depuis les 3 semaines, je suis encore plus tétanisée, quoi. Oui, mais alors, voilà, donc c'est aller lui demander un conseil de professionnel, de dire, voilà la conséquence. Voilà, j'ai vécu un moment très fort, et la conséquence, ça a été ça. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce que peut-être que là, il peut vous aider. En tout cas, c'est important d'avoir sa réponse. Julie, essayez de rester là avec ensemble, avec ce qu'on vient de toucher, d'accueillir là, même de vous coucher en vous prenant dans vos bras. Vraiment, c'est ça. Prenez-vous dans vos bras ce soir en dormant, touchez-vous, mettez votre main sur le cœur, contactez votre cœur, et puis cheminez là avec ce corps que vous allez reconsidérer. Et qui a été déconsidéré. Déjà que j'arrive à le regarder, ça serait déjà bien. Oui, pas petit à petit. De le dévoiler. Courage à vous, Julie. Je vous embrasse fort. Oui, je vous remercie beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct, une libre antenne qui vous invite à partager avec nous vos peines, vos joies, vos tristesses et parfois votre tendresse. Ici, pas de sentiments tabous, c'est l'émission où l'on se dit tout, car même si parfois les mots peuvent faire mal, il ne faut pas avoir peur de les partager et arrêter de croire qu'être seul, c'est normal. Alors seul, vous ne l'êtes pas, Quentin et Corentin sont là et accueillent vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Moi, je suis avec vous au micro 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne. Allô ? Oui, je suis là. Voilà. Eh bien, voilà, je voulais vous dire que déjà, j'apprécie beaucoup vos interventions. Merci. Je vous trouve très délicate et très perspicace. Alors, je me suis dit que je pouvais peut-être avoir votre regard sur ma situation. Avec plaisir. Alors, voilà, moi j'ai 66 ans, enfin 67 même cette année, et je me suis séparée de mon conjoint il y a 1 an exactement, après 26 ans de vie commune.
Alors, c'est moi qui ai choisi de partir. Ça n'a pas été facile, parce que matériellement, déjà, c'est pas évident quand on est moi, j'habite Paris, Paris, et je voulais rester sur Paris parce que je suis attachée à cette ville, j'avais, des amis, des activités, etc. Quand on décide de partir comme ça, et quand on n'a pas de gros moyens et qu'on veut se loger sur Paris, c'est pas facile. Eh bien, j'y suis arrivée, d'autant plus que notre fils, on a un fils de 24 ans qui vivait avec nous parce qu'il est encore étudiant sur Paris. Il fait ses études sur Paris, donc il était logé chez nous. Oui. Et moi, je m'étais dit, si je pars, je ne veux pas le laisser. Il ne s'entendait pas très bien avec son père. Enfin, il y avait quelques frictions. Enfin, c'était pas... De toute façon, son père est difficile à vivre. Il a un caractère qui n'est pas facile. Et donc, j'avais dit, moi, je ne veux pas laisser mon fils comme ça en pleine année scolaire dans la nature. Donc, je m'étais mis en tête de trouver un appartement où je pourrais le loger s'il le souhaitait. Eh bien, j'ai trouvé. Alors, ça a été dur, ça a mis plus de 6 mois. Enfin, je suis pas partie du jour au lendemain. J'avais préparé mon départ, j'en avais discuté. Et j'ai trouvé. Du coup, avant cette séparation, si vous voulez, j'avais vécu des choses familiales qui m'avaient beaucoup bouleversée, quoi, parce que une véritable déchirure familiale. Moi, j'étais très attachée à ma famille, à mes frères, à ma famille élargie, on va dire. Et puis, à la suite du décès de nos parents, enfin plus exactement de notre père, la famille s'est complètement déchirée, a complètement explosé à cause de l'héritage. Oui, malheureusement. Et ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Et donc, il a fallu surmonter ça. Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, du coup, ça fait un tel bouleversement, on va dire, affectif, ou enfin dans ma vie, que du coup, j'ai pris la décision de faire place nette dans toute ma vie, quoi. Oui, comme un voile qui se déchire, en fait, au moment Voilà. Oui. Et et je le regrette absolument pas. C'est quelque chose que c'est une décision que j'ai prise, que j'ai mûrie, et c'est un choix que j'ai fait. Je suis très contente de l'avoir fait parce que les dernières années, je me sentais absolument pas à ma place dans cette vie. Alors, donc, je me suis battue, donc il a fallu s'installer, déménager. Mon fils, finalement, est venu habiter chez moi. Il habite chez moi. Mais enfin, on vit un peu comme 2 colocataires. Vous voyez, on a son indépendance, 24 ans. Oui, c'est ça. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort, il fait... voilà, et puis on n'échange pas beaucoup tous les deux, mais il est un peu comme moi, il est un peu solitaire, il vit sa vie, quoi, et puis il trouve que chacun sa vie. Et puis je l'accepte comme ça c'est pas du tout un problème, donc là je suis bien installée, et j'ai une vie, si vous voulez, qui me convient parfaitement, parce que cette vie de solitude, de tranquillité, j'en ai rêvé, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression d'accomplir mon rêve. C'est formidable, ça. Oui. J'ai eu quand même, au mois de janvier, une période complètement de creux, quoi. C'est comme si, une fois que j'avais surmonté toutes les difficultés matérielles, parce qu'il y en a eu quand même, les difficultés de la vie, j'avais, ça y est, j'avais fini. Et du coup, comme si toutes mes défenses s'étaient relâchées. Je m'étais complètement relâchée. Et ça m'a fait... je me suis... Je sais pas, j'ai eu des espèces de vertiges et j'ai eu des montées d'angoisse. Oui, vous retrouvez face à vous. Oui. Et je me suis retrouvée face à moi, quoi. Ça n'a pas duré trop longtemps. C'est vrai, l'espace du mois de janvier, et puis... Je ne peux pas appeler ça vraiment de la souffrance, mais je me suis vraiment posé des questions. D'autant plus que l'angoisse, c'est quelque chose de physique, que je ressens avant de ressentir les symptômes. Oui, c'est normal. L'angoisse, mentalement, je la ressens dans mon corps. À quel endroit, d'ailleurs, dans votre corps? Alors,
ça se noue dans l'estomac. Oui. Alors, j'ai l'estomac noué. J'ai un nœud. Et quand je commence à avoir un nœud, et quelquefois, je commence à avoir un nœud avant même, enfin, des situations de l'extérieur me produit. Je sens le nœud dans l'estomac avant même que mon cerveau ait enregistré la situation. Si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Dans ce cas-là, je respire. Bon, alors moi, j'ai une formation de sophrologue. Ah, formidable. J'ai travaillé 18 ans comme sophrologue. Donc vous savez quoi faire dans ce moment-là. Alors, j'ai tous les outils. Alors ça, et dès que je sens quelque chose, et mon corps, j'ai l'habitude j'ai appris. J'ai appris à le sentir. À l'entendre, à l'écouter. À l'entendre et à entendre ses messages. Et bon, voilà. Donc, cette situation-là, qui m'a alertée, je l'ai dépassée, on va dire. J'ai des outils aussi pour le dépasser, ça, puis je suis très cérébrale aussi. Traverser plutôt que dépasser. On dépasse rien, on traverse. Oui. Vous voyez, on traverse. Oui, on traverse, parce que dépasser voudrait dire que, voyez, on va plus loin que quelque chose qu'on laisse à l'endroit, et donc on va derrière ou on va après. Et là, il s'agit de traverser une difficulté. On traverse un moment difficile dans notre vie, et on le traverse un peu comme, j'allais dire, comme quand on passe dans un gros nuage et que ça secoue. Oui. Oui. Une zone de turbulence. Une zone de turbulence, voilà, exactement. Et donc, vous l'avez traversée, et aujourd'hui? Et alors maintenant, je me dis, ça m'a fait réfléchir quand même, parce que je dis, mais maintenant, vraiment, je suis dans une vie qui me convient complètement. Moi, je souffre pas alors de la solitude au quotidien. Si vous voulez, moi, mes journées peuvent passer sans que je vois personne. Et sans que je m'ennuie une seconde. C'est parce que je fais des choses, je lis, je n'arrête pas, enfin ça va. Mais je me dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand même, parce que les journées passent, c'est bien, et je suis pas dans la souffrance, tant mieux. Je suis même très contente de ce que je fais globalement, d'avoir réalisé ça, d'en être arrivée là. Oui. Je suis très contente de moi. Bien sûr, oui, je sentais. Non, c'est très bien, bien sûr. Ça crée de la fierté, bien sûr, de l'estime, oui. Mais par rapport à la solitude, je me pose des questions parce que je suis assez solitaire. Je suis bien. Bon, moi, je suis bien avec moi-même. Je m'ennuie jamais. Ça va. C'est une force, oui. Puis je m'organise. Voilà, je fais des choses. Enfin, ça va. J'occupe mon temps et d'une manière qui me plaît. Mais je me dis maintenant, je me trouve trop solitaire, si vous voulez, parce que je suis capable de passer des journées entières toute seule. J'ai l'impression de me replier. Et j'ai l'impression qu'il manque une dimension dans ma vie. Oui. Qui ressemblera à quoi, cette dimension? De toute façon, je me dis maintenant, j'ai quand même pas fait un trait définitif sur ma vie amoureuse. Par exemple. Ben oui. Alors déjà que j'ai fait un trait sur ma vie professionnelle, parce que j'ai arrêté mon activité en même temps que tout a volé en éclats. J'ai arrêté toutes mes activités professionnelles aussi parce que je me suis dit, j'ai passé ma vie à être à travailler dans la relation d'aide et je me suis dit, il est temps. J'ai eu ce déclic, ce sentiment qu'il fallait que je m'occupe de moi, quoi. Je me suis de passer déjà à autre beaucoup chose. occupée de moi. Oui, bien sûr, mais de passer à autre chose, une autre dimension. Vous diriez, Elisabeth, si vous deviez presque résumer ou trouver un mot pour définir quel est votre besoin du moment. Je parle de besoin pour pas entrer dans la croyance de se dire la vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que je devrais avoir, parce que ça peut être une construction de l'esprit. Mais le besoin que vous ressentez, le besoin, c'est quand même d'avoir une vie amoureuse. D'avoir une vie amoureuse, d'avoir une vie sentimentale. Une vie affective, parce que là... Un compagnon de route, du partage. Alors, du partage, c'est difficile, parce que je vais vous dire, maintenant, j'ai l'impression que j'ai du mal
à faire de la place à quelqu'un. Oui, parce que vous êtes pleine. Vous êtes pleine et entière. Il y a quelque chose de plein dans ce que vous décrivez. Et donc, quand vous dites, je m'ennuie pas, je peux passer mes journées avec moi. Donc il y a du plein et en fait, vous constatez qu'il n'y a pas d'espace pour l'autre. Oui. Alors, est-ce que c'est un mode de défense ou pas d'ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que c'est un moment de votre vie où... Parce que quand on est relié à soi, on est aussi relié aux autres, c'est-à-dire à plus grand que soi. Quand on est seul dans un musée, seul devant un beau film, on se connecte à l'humanité, parce qu'on vibre à l'unisson à un moment donné, donc on se sent plein dans ce moment-là, et qui est la plus belle façon d'exercer sa solitude. Mais après, c'est l'alternance, un peu comme en musique, c'est l'alternance d'un rythme connectés ensemble dans le partage, et puis un rythme pour soi. Vous voyez, c'est toujours une histoire de curseur dans la vie. C'est que mettre le curseur entièrement sur la solitude, à un moment donné, les plateaux de la balance se déséquilibrent, et puis il manque un contrepoids qui est ce contrepoids de la rencontre. Alors ça peut être des amis aussi, ou une relation sentimentale. Vous avez des amis, il y a des gens que vous avez plaisir à voir, oui. Ah oui. Oui, ça oui. Vous êtes entouré quand même. Ah oui. Oui. D'accord. Non, mais vraiment. Oui, donc c'est plus sur un aspect sentimental. Alors est-ce que cet aspect-là, parce que vous dites que vous avez passé quand même 26 ans de vie commune avec un homme que vous avez souhaité quitter parce que vous n'étiez vraiment pas heureuse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est créé là de dire voilà, j'ai tellement pas envie de revivre ça que je suis pas du tout prête. Et est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une réparation qui est en train de se faire? Alors, c'est ce que je me demande, mais par contre, de toute façon, revivre avec quelqu'un, ça non. Hein. Ça, c'est pour moi, ça me paraît impossible de revivre. Par contre, avoir il y a d'autres formes de relations que de vivre ensemble. Bien sûr, couple, et puis il y a plein de choses à inventer. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses à inventer. C'est juste. Par contre, ça oui, je me dis, inventer un autre mode de relation avec quelqu'un, alors là oui. Oui, faire couple, mais autrement que ce que j'ai connu. Autrement. Autrement que ce que j'ai connu, ça c'est sûr. Donc votre besoin est relativement clair, c'est-à-dire un besoin sentimental, un besoin de femme. C'est la femme qui s'éveille à son désir, à son désir d'être femme. Sans doute d'ailleurs, c'est la conséquence du fait de vous être retrouvés. Parce que quand on se retrouve, et d'ailleurs aussi à l'âge où vous êtes, on retrouve aussi une part de son adolescence, de ses premiers désirs, de ses premiers émois, de ce qui a fondé à ce moment-là l'aspect sentimental de notre vie. Donc il y a peut-être quelque chose là qui a besoin de s'exprimer dans une rencontre. Oui. Et ça vous avez envie et ça vous fait peur, vous avez envie et ça vous paraît une montagne, vous avez envie et... C'est-à-dire que, je sais pas, parce que j'y pense pas toute la journée, je vais vous dire, mais c'est à l'occasion d'un déclic, de quelque chose me fait penser, et puis quelquefois je m'interroge quand même sur le sens de ma vie. Parce que d'être seule, c'est bien, mais il y manque un projet. En fait, il manque un projet. Et le projet, alors aujourd'hui, voilà, là ce soir, vous dites, le projet que j'imagine, c'est un compagnon. Mais en soi, ça fait pas un projet. Non. Mais avoir un compagnon est un accompagnement. Et le projet, pourquoi pas à deux d'ailleurs. Mais le projet est autre. Voilà, le projet, c'est comment je me projette, l'être que je suis aujourd'hui, dans un avenir proche ou lointain. Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser? Et la question pour vous, Elisabeth, c'est
Qu'est-ce qui me reste à réaliser? Qu'est-ce que j'ai encore envie de réaliser et qui est resté en jachère, qui est resté loin derrière? Voilà, j'ai un petit coin de terrain chez moi, dans mon être, que je n'ai encore jamais cultivé, mais qui m'a toujours fait envie. Voilà. Hein, imaginez que vous soyez une belle et grande propriété, puis il y a un terrain là, je sais pas, un petit bois, un champ, et celui-là, il est là, il vous attend. Mhm. Et il attend que vous vous en occupiez. Ben, je vais vous dire, moi, à part m'occuper de moi-même et finir de penser certaines blessures, je vois pas très bien ce que. Qu'est-ce que vous avez le sentiment dans votre vie jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des éléments où souvent vous vous êtes dit, oh, j'aurais tellement aimé faire ça ou faire ci, ou voilà ce que j'ai pas réalisé, voilà quels sont mes centres d'intérêt? Ben, mes centres d'intérêt, j'ai l'impression de les avoir presque tous réalisés. Mais votre être... J'ai fait du chemin. Oui. La façon dont votre être s'est exprimé dans ces centres d'intérêt. Oui, peut-être d'une manière incomplète, oui. Non, pas forcément. Hein. Vous avez l'impression que, un peu, vous voyez, comme un instrument de musique dont on va explorer tous les sons, hein, qu'on va travailler. Est-ce qu'il y a des notes sur votre piano que vous avez envie d'explorer, ou peut-être pas? Mm-hmm. Ça vous parle ou pas tellement, ça? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Je vois pas trop ce que j'ai. Non, d'accord. Franchement. Donc il n'y a pas de projet à mener. Tellement de choses. Oui. Non, parce que j'ai fait tellement de choses. Enfin, j'ai fait tellement d'activités. Moi, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de vous emprisonner dans une certaine idée de qui vous devriez être, et qui est assez véhiculée par la société d'aujourd'hui. Qui est je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai pas, parce que d'un côté vous dites je suis heureuse, j'accomplis quasiment un rêve, hein, j'ai vraiment la vie que je souhaitais avoir, c'est congruent, ça a du sens, et au quotidien je me sens bien. Et puis une petite voix qui vous dit ah oui non mais ça va pas quand même, tu regardes, tu ne sais pas vers quoi te projeter, et ça n'a pas de sens. Alors peut-être qu'il y a une réponse à trouver. Au moment, vous dites des angoisses, est-ce qu'elles se sont tues? Est-ce qu'elles sont encore là quand vous avez mal au ventre? À quel moment ça se situe? Dans quel état d'esprit ça arrive? Quand vous vous dites quoi? Est-ce qu'il y a un début de réponse qui peut être trouvé à cet endroit-là? Eh bien, c'est de la... Alors, oui, c'est-à-dire que, vous voyez, ces angoisses, c'est quand on a... Je pense que où la solitude me pèse, c'est quand on a des soucis matériels de la vie normaux. Eh bien, on est seul. On se sent seul, à porter tout ça. Et là, je me sens complètement vacillée, parce que ça... Vous voyez, quand on est... Malgré tout, ma vie de couple, elle était ce qu'elle était, mais on était deux, quoi. Bien sûr. Et ça change tout, ça. Et là, ça change tout. C'est affronter tout seul. Ouais. Tout porter tout seul. Et c'est là où j'ai eu, parce que j'ai eu quelques... Bon, la vie, on a des soucis, c'est normal. Et je me suis sentie, mais toute petite, quoi, par rapport à ces soucis que j'avais d'ailleurs, que j'avais d'ailleurs surestimés. Hein, parce que vous avez constaté que vous saviez faire, mine de rien. Voilà. Parce que quand je me suis attaquée, parce que j'avais tellement peur que je m'étais... et je me suis dit que là aussi, je traversais, pour reprendre votre terme, assez normalement, quoi, et que je les ai traversés, finalement. J'ai trouvé des solutions. Donc vous avez appris à pouvoir compter sur vous. Donc cette panique-là, vous avez grandi, en quelque sorte. Et vous savez que vous pouvez compter sur vous. Donc c'est maintenant que quelque chose de l'ordre de la rencontre peut se faire, c'est que maintenant que vous savez que vous pouvez compter sur vous, vous n'avez pas besoin de l'autre pour combler un manque ou un vide, mais besoin de l'autre pour du partage. Pour cheminer. Mais pour cheminer, pour partager, effectivement. Parce que si vous voulez, même au niveau intellectuel, enfin... J'ai jamais vraiment de correspondance avec mon conjoint. On n'était pas du tout sur
sur la même longueur d'onde. Alors, on avait des centres d'intérêt communs, on avait des choses quand même qui nous réunissaient, heureusement, pendant même 6 ans, ça aurait pas été. Mais il y a plein de choses que j'ai pas pu partager avec lui parce qu'il n'était pas du tout dans cette sur cette onde-là, quoi, sur cette énergie-là, on va dire. Donc ça va être ça finalement votre projet très personnel. Oui. Qui est pas de dire voilà il me faut quelqu'un, mais de rester ouverte à la rencontre, de dire voilà je suis bien avec moi maintenant, je suis calme en moi-même et j'ai plaisir à être avec moi, et ce plaisir que j'ai à être avec moi-même, je vais du coup aller le porter dans la relation avec l'autre. On va partager ça. On va échanger là-dessus. On va en changer. Oui. Oui, là, c'est quelque chose qui me parle bien. D'accord. Et ben voilà. Parce qu'effectivement, je me demandais si je sais plus trop. Je me demandais justement si j'étais pas dans une croyance, et puis aussi véhiculée par les images sociales et tout, ou oui, alors d'être une femme seule me faisait un peu peur. Oui, ça je comprends. Et effectivement, on n'est plus reçu pareil. On n'est pas regardé de la même façon. Il y a toute une vie sociale qui s'arrête un peu quand on se retrouve seul après un divorce. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à reconstruire. Mais faire la différence entre est-ce que je réponds à une injonction de la société, ou est-ce que je réponds à un besoin profond? Et là, j'ai le sentiment, Elisabeth, qu'on y a répondu ensemble. C'est qu'il y a un vrai besoin. Et ce besoin est d'autant plus fort que quelque chose est en paix. Donc c'est d'autant mieux. C'est d'autant plus dans l'axe. Oui. Alors, il y a Alex qui envoie un message en disant « Tino Rossi a chanté La vie commence à 60 ans. J'aimerais pouvoir échanger certains points avec vous. Je suis sur la même longueur d'onde. » Et alors, il a laissé son numéro. Voilà, Alex, pour vous. Voilà. Elisabeth, au moment où on en parle. Elisabeth, je vous laisse cheminer avec ça et du coup vous ouvrir à la rencontre. Ça va être ça, votre chemin. Ça m'a bien aidé. Bon, tant mieux. Et de sortir vos petites antennes. Et puis sortir mes antennes. Mes petites antennes, elles sont bien utiles. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, Elisabeth. Bonne nuit à vous. Bonne fin d'émission. Merci, au revoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Je suis contente de vous parler. Oui. Oui, écoutez, j'écoutais le témoignage précédent d'Elisabeth, c'est ça? Oui. J'aimerais avoir sa force de vivre en fait. Et sa force de vivre pour aller de l'avant. Donc, moi, je sais pas trop par quoi commencer. J'avais une force de vivre énorme avant. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui. Oui. Bon, à savoir que là, actuellement, je suis en période de transition. C'est-à-dire que je dois quitter la maison dans laquelle j'ai vécu depuis 13 ans. Oui. Et je vais m'installer dans un petit logement qui est très bien. Oui. J'ai rien à dire. Mais c'est... voilà. C'est une vie qui change, c'est une porte qui se ferme. C'est une porte qui se ferme, à savoir que mon ex-conjoint s'y installe avec sa compagne et ses enfants. Oh là, ouais. Et ça, c'est très dur à vivre. Ah, mais c'était votre nid, il y a quelqu'un d'autre qui vient s'installer dans votre nid. Complètement. Oui, Françoise. Elle est charmante, j'ai rien à dire. Oui. Elle est absolument charmante. Vous vous séparez d'un commun accord avec votre ex-conjoint? Enfin, ça a l'air de bien se passer. Vous dites, elle est charmante, vous la connaissez? Je pensais que c'était un commun accord, mais ça a été quand même compliqué. Mais je ne savais pas qu'il avait quelqu'un d'autre. Et donc en fait, j'ai compris qu'il voulait Bon, on va parler de la grande maison, de la petite maison, ce sera plus simple. Donc, il voulait la grande maison. Et j'ai compris qu'en fait, il voulait s'y installer avec sa compagne et la famille de sa compagne. Mais sur le moment, j'ai pas compris parce que moi, ça n'a pas fait tilt. Mais c'était il y a 2 ans de ça. Donc, depuis 2 ans, moi, j'habite la grande maison et il n'avait qu'une seule hâte, c'est que je quitte
grande maison. Parce que c'est quoi l'histoire de la petite maison? Il y était avec sa compagne dans une autre maison, c'est ça? Non, lui est parti dans un appartement. Ouais. Il voulait simplement que je quitte la grande maison. Non, lui, il a les moyens. Et moi, je les avais pas. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est un divorce ou une séparation. Divorce, je trouve que c'est toujours un peu violent, mais bon, ce sont les termes. Et donc voilà, je quitte la grande maison pour m'installer dans la petite maison, mais c'est je sais pas, c'est d'un côté de la ville à l'autre, et je lui ai demandé de m'aider, et je suis toute seule avec ma 206 à bouger les cartons, à ranger. Il vous a pas aidé? Du tout. Pour l'instant, pas du tout. Il s'est engagé à m'aider le week-end prochain où je vais louer un camion. Et là, il y aura les meubles. Et quand j'aurai enlevé les meubles, effectivement, il pourra y mettre les siens. Mais là, pour l'instant, voilà, avec sa compagne. Et avec la famille de sa compagne. Ouais. Et vos enfants, à vous? Alors, moi, j'ai un fils qui vit avec son père. Oui. Et qui me dit, maman, je serai là, parce qu'on n'est pas loin. Je suis restée dans la ville où nous habitons parce que je veux rester à côté de mon fils, sinon je serais repartie. Moi, je n'ai aucune raison de rester ici s'il n'y avait pas mon fils. Il a quel âge, votre fils? Il a 13 ans. Donc je pense qu'il a encore besoin de sa maman. Ah oui. Et il est très proche de sa maman, mais il est très proche aussi de ses autres frères et sœurs que mon ex-mari a eu d'une première union. Et donc, et puis bon, il s'entend très bien avec son père parce que son père est super sympa et puis sa nouvelle compagne est super sympa aussi. Vous donc la connaissez, tout va donc bien. Vous connaissez la nouvelle compagne? Oui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Il n'y a pas longtemps, elle m'a dépannée. Donc c'est vrai qu'elle est sympathique, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous là dans l'histoire que vous racontez? La maison. La maison, oui. Votre ancrage, votre nid, votre port d'attache, toute votre âme. Je l'ai construite avec mon ex-mari. Oui. Et on l'a faite pour nos enfants. Pour ses enfants et pour le nôtre. C'était le projet du couple. Oui. C'était ce qui a fondé le projet du couple. Oui. Ouais. Et il va s'installer dans ce nid que vous avez fait à deux. La symbolique est énorme pour vous, avec cette autre femme. C'est énorme. Et il a déjà dit, qu'est-ce que tu prends? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Tu prends ce que tu veux. Je dis, je sais pas, les rideaux, qu'est-ce que tu veux, les tableaux, Parce que bon, c'est vrai que moi j'ai mis tellement mon âme que c'est vrai, c'est ma décoration. Bah oui, que c'est vous, que tout ça c'est vous. Ouais. Et je suppose que sa nouvelle compagne voudra y mettre sa patte. C'est normal. Ouais. Donc, je dis, moi je peux pas tout prendre. Je passe d'un T6 à un T3. Je peux pas tout prendre. J'aime tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, tu prends ce que tu veux. Oui. Et moi, ça me met dans une situation terrible, en fait. Mais voudriez qu'il choisisse à votre place? J'aimerais qu'on puisse choisir tous les deux. Ensemble. Que cela puisse avoir du sens. Mais il veut plus, parce que lui, il n'est plus dans la vie avec vous, et vous y êtes encore. Oui. Et pour vous, ce qui est... Et ça, c'est très dur. Mais oui, c'est très dur. C'est très dur, hein. On a tendance à croire que, voilà, on va dire, c'est que du matériel. Mais le matériel est du symbolique, hein, les objets d'attachement. Les objets parlent de nous. On choisit pas certains objets par hasard et on les charge d'un affect, d'un symbole. Et une maison, un nid qu'on a fait avec l'homme qu'on aime, on a choisi ensemble, voilà, les rideaux, les meubles et tout ça a beaucoup de sens parce que on a créé cet endroit d'amour qui nous ressemble. Et là, il va y habiter avec une autre et vous avez ce sentiment terrible d'abandon, d'être répudié, de ne plus exister. Complètement. Surtout qu'il vous dit, ça m'est égal. Donc, il est en train de vous dire, mais tu sais, moi, l'histoire, il n'a pas la charge affective que vous avez mis dans la maison. Un peu comme si il vous disait, tu croyais qu'on était ensemble dans le même bateau, mais on n'a pas vécu la même chose. Oui, mais ce qu'il y a, il me dit déjà, de toute façon, les rideaux, tu peux les prendre, on va changer les peintures. De toute façon, on va changer la couleur des volets de l'extérieur. Oui, elle tu vas risque, tout changer. Oui, mais notre fils, il le vit pas comme ça. Hein. C'est notre fils,
Oui. Non. Bah, votre fils, lui, il n'a pas envie que ça change, forcément. Bah non. Bah, lui, Il parce m'a dit, qu'il- maman, je lui dirai. Je lui dis, mais non, tu lui diras pas, c'est pas la peine. C'est non. Oui, et en même temps, tu feras elle a en fonction. besoin Elle a de besoin, refaire un évidemment. projet avec lui. La question qui se pose, même pour ce couple-là, hein, pour ce couple-là, c'est j'allais dire par le fait que c'est pratique ou que cette maison est là, mais il refait un nouveau couple dans cette maison-là. Ouais. Alors, il va avoir besoin forcément de la changer pour que la maison reparte dans une autre histoire. Et c'est vrai que c'est le sort des maisons. Quand on quitte une maison familiale, elle passe de propriété en propriétaire. Et le sort de ces maisons qui nous prolongent, qui nous poursuivent, vivent des nouvelles vies, trouvent des nouvelles formes, quelquefois aussi des nouvelles beautés quand on n'a pas les moyens de s'en occuper. Donc les maisons continuent à vivre. Et pour vous, Françoise, ça va être... et c'est important ce déménagement pour pouvoir fermer la porte. Ce qui est important dans votre choix, c'est de choisir tous les objets, peu importe rideaux, meubles, etc., où votre cœur est en jeu. Alors pas forcément le couple, parce que le couple, il s'est désagrégé, mais par contre partout où c'est Françoise, quoi. C'est-à-dire tous ce que vous avez choisi et qui est bien vous. Oui, mais je sais pas où les mettre. Oui, peut-être que vous pourriez, vous avez un garde-meuble, vous pouvez garder ou donner à des amis. Non. Et donner à des amis. Moi, je ne vis que par des maisons de famille, en fait. D'accord. Et donner à des amis, Françoise. Non, je me rends bien compte qu'ils ne gardent pas. Alors, non, moi je suis une maison de famille. Oui, donc en fait, vous gardez les objets comme une gardienne du temple. Vous êtes la gardienne du temple. Oui. Et garder les objets, c'est garder la mémoire. Oui, mais je ne sais pas où les mettre. D'accord. Et donc, en fait, vous avez le sentiment, là, et d'où votre immense tristesse, que vous perdez les êtres qui vous sont chers, en ne pouvant pas les emmener avec vous. Oui. Oui, j'entends. Et vous savez ce que j'ai fait cet après-midi ? J'ai mis mon appareil de diapositives et toutes mes diapositives de côté, en me disant, je veux les garder. Bien sûr. C'est mon histoire. Bien sûr. Alors, et mon fils a découvert, il y a 2-3 ans, il a découvert ce qu'était un appareil de diapositive. Il était extasié. Et j'ai dit, mais ça, je les garde, mais ça prend énormément de place. Je vais les mettre où dans un T3 ? Je suis paniquée par rapport à l'espace, en fait. Où est-ce que je pourrais garder mes affaires et mon histoire ? Je ne sais pas. Elle vous encombre aussi en même temps, cette histoire, oui, Françoise. Elle m'encombre. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est le moment aussi de faire le tri sur Françoise aujourd'hui, Françoise dans l'ici et maintenant. Ce qui vous arrive aujourd'hui est pour vous une occasion constructive d'être dans l'essentiel de vous, l'essentiel aussi des êtres qui vous sont chers. Donc je vous dis pas d'enlever tout le passé, mais de faire ce choix de dire voilà, qu'est-ce qui compte vraiment, de prendre une certaine distance entre vous et ces objets et de dire je vais faire le tour de la maison, regarder chaque objet et se poser cette question, où est l'essentiel là ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce qui va m'aider ? Quels sont mes petits cailloux que je vais emmener avec moi et qui vont m'aider à refaire un chemin en solidité avec moi-même ? Et puis tout le reste, voilà. Et tout le reste, et même s'il y a, et vous pouvez donner à Emmaüs par exemple. Oui, j'ai donné à des œuvres, voilà. J'ai donné beaucoup. Et ça, c'est très rassurant. Énormément. Voilà, parce qu'on a ce sentiment que et même des objets qu'on a aimés, qui ont fait partie de notre histoire, vont trouver une vie chez d'autres gens et vont faire leur bonheur. Et c'est tant mieux. Parce que c'est une chose, vous voyez, de donner comme ça, mais de laisser dans la maison à cet autre couple. Pour vous, ça peut être plus douloureux. Oui, et ça risque d'être plus douloureux. Oui, il y a un auditeur qui dit donnez-les à Emmaüs. Oui, c'est ce que je fais. J'ai fait énormément de choses, mais là, je me sens... Là, il faut que je parte le week-end prochain. Oui. Je me dis, mais j'ai pas le temps. Et pourquoi vous prendriez pas... dans la maison, dans l'autre maison. Vous n'avez pas le temps de quoi ?
j'ai pas le temps de faire l'emménagement dans l'autre maison, Oui. parce que je mets les affaires dont je veux dans l'autre maison. Oui. Là, j'ai fait au moins 4 ou 5 allers-retours. Oui. Et il n'y a personne pour m'aider, je suis toute seule. Donc après, il faut que j'aille à 30 km pour donner au secours populaire, ce que j'avais déjà commencé à Emmaüs, faire. ils viennent, hein. Emmaüs, ils viennent chez vous. Si vous ils les viennent appelez, pas. si. Ah si, je vous assure. Non, mais pour des grosses choses. Je ne vais pas leur donner des meubles. Ce sont vraiment des vêtements ou des choses comme ça, quoi. Je veux dire, bon, les meubles, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Mon ex-mari n'en veut pas. Prenez, si vous avez les moyens, Françoise, un je vais garde-meuble. mettre dans le garage. Oui, voilà. Et puis un jour, voilà, votre fils, en s'installant, vous serez contente de lui donner des souvenirs de famille. Non, pas pour les meubles, mais bon, pour l'instant, il faut que je m'installe. Je suis un petit peu prise, pas au dépourvu, c'est pas vrai. Je pourrais pas dire ça parce que ça fait longtemps que ça traîne, mais bon. Oui, il y a Christelle qui dit pourquoi pas louer un garde-meuble dans un premier temps pour se laisser le temps de faire un tri. J'y ai pensé, je me suis renseignée. Oui. Donc pour l'instant, je mets dans mon garage et après ça ira peut-être au garde-neuf. Oui, bien sûr, parce que là vous êtes dans l'émotion et dans la précipitation. Là, c'est un peu comme si on vous mettait un couteau sous la gorge en disant vas-y, fais le tri, choisis. Et vous n'en avez pas les moyens émotionnellement. Donc non, émotionnellement, je quitte ma maison. Oui. Pour partir dans une maison que je ne connais pas. Oui. Et j'arrête pas d'y aller et je me dis, je vais pas pouvoir dormir ici, c'est pas possible. Il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Mais vous allez y mettre votre âme, elle est en vous, Françoise. Vous allez recréer votre univers, un univers. Toute seule Sans mon fils. Votre fils, il viendra. Il viendra pas une semaine sur 2 ? Non. Pourquoi ? Non. Parce que c'est son père qui a la garde. Et son fils, il préfère la grande maison, évidemment. Et pourquoi son père a la garde ? Parce que j'ai eu des problèmes. Et donc, le juge... le juge... en fait, j'ai fait un burn-out. Ouais. J'étais en dépression. Et il était... Bon, moi, je me suis pas battue, mais de toute façon, j'estimais que notre fils était mieux avec son père. Voilà. Et donc, et puis là maintenant, me battre et retourner devant le tribunal pour récupérer la garde de notre fils qui a 13 ans, non. Maintenant que vous vous sentez bien ? Oui, mais pourquoi non ? Moi, je suis à côté, donc je ne vais pas me battre et retourner devant le tribunal. Oui, si vous entendez bien avec le père, peut-être que vous pouvez aménager un emploi du temps, les week-ends, ou qu'ils viennent passer du temps avec vous. Bon, je pense que c'est surtout notre fils qui aménage son emploi du temps en ce moment. Mais il n'a que 13 ans. Oui, mais tout jeune. C'est pas lui qui doit décider tout non plus. Là, je devais le voir ce week-end parce qu'il devait m'aider. Il m'avait dit qu'il m'aiderait à transporter des cartons et tout ça. Puis non, il avait ses autres frères et sœurs. Il a une autre famille aussi de l'autre côté. Oui, mais vous avez besoin. Vous avez besoin, François. Oui, mais Françoise, qu'est-ce que vous faites de ça ? Vous n'êtes pas dans le respect de vous. Il s'est engagé, il vient. Ses frères et sœurs, il peut les voir un autre moment. J'étais pas contente. Alors, c'est ça aussi. Du coup, je lui ai dit, je suis pas contente, tu devais venir m'aider cet après-midi. Mais c'est pas, j'ai pas eu de nouvelles. C'est pas, je suis pas contente, Françoise. C'est pas lui reprocher. C'est dire, je compte sur toi, j'ai besoin, responsabilisez-le. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Je lui ai peut-être pas dit dans les bons termes, mais il s'est simplement mis à pleurer au téléphone. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il a 13 ans. Donc, je dis, bon, on se rappelle demain, ça ira mieux demain. Puis je lui ai envoyé un petit SMS après. Oui, parce qu'il s'est senti accusé. Dors bien, pardon, et on se rappelle demain. Il s'est senti accusé, oui. Oui. Mais là, dans votre histoire, Françoise, ce que vous voyez tout à l'heure, vous démarriez votre témoignage en disant « Ah, mais moi, c'est pas comme Elisabeth, j'aimerais bien avoir son énergie. » Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. Elle a quitté volontairement un mari avec lequel elle n'était pas heureuse. Vous avez une autre histoire. Vous vous sentez chassé, répudié. Vous avez construit un projet dans cette maison. Et cette maison, c'est énorme parce que on y mène nos âmes dans les maisons. Les maisons portent des âmes. On s'y sent d'ailleurs quand on rentre dans les maisons, sur les lieux. Oui. C'est mon âme. Oui. Elle ne veut pas la garder, Françoise, parce que ce qui est important, c'est de ne pas la laisser dans la maison, votre âme. Et c'est votre âme que vous allez déménager pour l'emmener ailleurs. De la même façon que vous avez réussi à la mettre dans cette maison, alors certes, en étant en couple, vous allez maintenant vous employer à l'emmener avec vous, parce qu'elle ne doit pas vous quitter, cette âme-là, c'est votre souffle. Mais comment on peut l'emmener avec soi ?
Ah, bah parce qu'elle est bien ancrée profondément. Ce souffle-là, cette énergie-là, tout cet amour-là que vous avez mis, vous allez dire au revoir, vous allez porter vraiment des actes très symboliques envers cette maison au moment du déménagement, la regarder avec un regard d'amour, fermer la porte au moment où le camion partira, voilà, lui dire au revoir. Pas imaginer. Ah, mais si, c'est important là. Et dire bonjour à la nouvelle. Voilà, on se connaît pas encore. Déjà 2 fois. C'est bien. Avec la maison de ma grand-mère, la maison de famille. Oui, alors c'est peut-être ça Et qui la maison remonte. de mes parents. Ouais. Et c'était douloureux. Et oui, très. Ouais. À chaque fois, il y a quoi, un petit morceau de vous qui restait dans ces maisons? Oui, Mm. à chaque fois. Mm. À chaque fois. Oui, il est temps de les récupérer, tous ces petits morceaux. Et je fais des photos à chaque fois. Oui. Enfin, pas du Pourquoi? départ, Bien mais sûr. des endroits. Voilà. Oui, mais ça, c'est ça de marquer le albums, souvenir, voilà. bien sûr, c'est important, mais pas pour s'y plonger en pleurant et pour se dire, parce que le passé, vous savez, le passé il nous retient en arrière, le passé nous empêche d'avancer. Oui. Alors, le passé, il a besoin d'être apaisé, il a besoin de passer pour être dans le présent, et donc pour être dans cette énergie d'accueillir la nouvelle vie qui vous attend. Même si, bien sûr, hein, c'est douloureux. C'est douloureux. Et je sais qu'il faut y passer. On n'a pas le choix. Il faut qu'on y passe. Et alors, puis, il faut qu'on y passe. Vous savez, quand vous dites cette phrase-là, c'est un peu terrible. Vous parlez de la mort, en fait, quand vous dites ça. Oui. Hein, c'est la phrase qu'on dit par rapport à la mort. Et c'est comme une... Alors, c'est vrai, vous avez raison, François, c'est une petite mort, parce que à chaque fois qu'on quitte, on est dans la perte. Et la tristesse, la grande tristesse, la nostalgie, c'est l'émotion de la perte. Et c'est très douloureux. Mais on grandit aussi dans ces pertes. C'est de perte en perte. On garde cet essentiel. Hein, on se rétrécit pas, on se réduit, mais on se réduit à l'essence même de notre être. Donc au départ, on démarre dans la vie avec tous ces encombrements, hein, ces choses encombrées. Et là, petit à petit, vous apurez. Et oui, vous faites bien sûr l'expérience de la perte que vous avez déjà faite. Et peut-être que ces pertes-là étaient très douloureuses parce que vous n'étiez pas prête. Alors là, vous allez me dire, je le suis pas non plus, mais c'est peut-être le moment, voilà, de la vivre autrement. C'est une invitation à la vivre autrement. C'est la pire de toutes, en fait. Ah, parce qu'elle résume toutes les autres. C'est celle que j'ai construite. Alors que les autres, c'est pas que je l'avais subissée, mais c'est mes parents l'avaient construite pour moi, mes grands-parents l'avaient construite pour moi, et celle-là, c'est celle que moi j'ai construite pour moi. Tant mieux, ça prouve que vous allez pouvoir emmener votre âme avec vous. Il y a Anne qui dit, j'ai quitté ma superbe maison de Nogent et j'ai emmené mon âme dans un studio, j'ai appris beaucoup. Vous allez apprendre, Françoise, quelque chose d'essentiel, que vous pouvez compter sur vous et que vous savez être heureuse, quel que soit l'endroit. Merci beaucoup. Et ça, j'y crois très fortement pour vous. Mais vous avez besoin de faire cette expérience-là, c'est ce que vous allez découvrir. Et votre âme sera aussi jolie dans un petit endroit. Merci beaucoup. N'oubliez pas de dire au revoir à votre maison. Hein. Je vous embrasse, Françoise. Bon courage à vous. Au revoir. À bientôt. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Je vous laisse en compagnie de la musique d'Europe 1 Social Club avec Émilie Mazoyer et Jean-Philippe Ballas. On se retrouve nous demain soir à 23h et passez un très beau dimanche.